Moi, je faisais beaucoup de philosophie en bistrot. Et puis, ça a marché bien, tant et si bien que j'ai été d'abord sollicité pour faire à peu près la même chose en prison. Et puis ensuite, j'ai commencé à essaimer. Et à partir de là, j'ai fait de plus en plus d'interventions auprès de publics qui ne s'attendaient pas à faire de la philosophie dans des lieux où on ne s'attend pas à ce que la philosophie déboule. J'ai décidé d'être philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts et pétomane mental, mais uniquement le week-end et sur rendez-vous. Mon premier travail, c'est un travail où c'est moi que je cause et je raconte les philosophes. Je donne du concept. Le deuxième moment, il est très important, c'est le moment d'intelligence collective. C'est-à-dire les gens prennent la parole et ils s'emparent des concepts qui ont été proposés par les philosophes, que j'ai mis à leur disposition. Ils s'en emparent. Donc si tu veux, la deuxième partie, c'est une prise de parole où les gens, je ne veux pas qu'ils fassent des contre-conférences, je ne veux pas qu'ils fassent montre d'un savoir, je ne veux pas qu'ils confessent des choses qui soient intimes, mais ce que je veux, c'est qu'ils éprouvent la solidité du matériau intellectuel que je leur lègue. On boit des coups, on va au bistrot, on va à la buvette, les gens ils croient que c'est fini. Puis là, ils viennent en petit groupe avec moi, ils tchatchent et blabla. Ils n'ont pas osé prendre la parole en public et tout. Ou des fois, tu vois, ils sont dans une gamberge plus longue, tu vois, plus élaborée, plus complexe. Ou des choses qu'ils vont raconter qui sont peut-être un peu dérangeantes, qu'ils n'oseraient pas dire en public. Moi, j'ai fait mon intervention de cacou pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Il y a eu un débat sale qui a duré 3/4 d'heure. Après, je vais tchatcher comme ça à la buvette pendant 3/4 d'heure aussi. Comme j'ai l'impression que c'est fini, dans cette troisième partie, en fait, on continue d'élaborer collectivement les outils, mais d'une autre manière. Tu vois ? Mon travail, c'est chercher la marge. C'est repérer la marginalité, c'est repérer les normes. Ce que je cherche, moi, c'est provoquer des situations dans lesquelles, à chaque fois, putain, je vais rencontrer quand même du lourd et je vais être dans des situations qui sont des situations inouïes, quoi. Le travail dans les marges, c'est pour moi facile parce que la philosophie, c'est une expérience de marginalisation de soi à soi. Putain, c'est bon, ça. Et je mets les copyrights dessus. Hein. Foucault, qui nous dit que le travail du philosophe, c'est un travail de sape, qui va niquer à la base les fondations des remparts, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'il ne s'agit pas de donner du sens, mais il s'agit d'interroger le sens qui auparavant n'avait jamais été mis à l'épreuve de la pensée, n'avait jamais été mis à l'épreuve de la vie. Tu vas provoquer une ouverture, un dessillement des paupières, puis tu vas dire mais vous écoutez ce qui se dit là, dans ce monde banal? Vous vous rendez pas compte de ce qui se joue dans ce monde qui est soi-disant banal? Vous voyez pas l'âpreté, les stupéfactions, les saisissements, les choses qui sont là à côté de vous, tant dans la monstruosité, du côté de quelqu'un qui se ramasse 20 000 boules par an, qui est payé par mois, qui est payé par nous, et puis enfin, je ne sais pas quoi dire de ce monsieur. Puis de l'autre côté, quelqu'un qui a une lucidité, qui a une intelligence considérable, et puis qui est enfermé en hôpital psychiatrique. C'est génial. C'est déterminant, c'est le fondement. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux, comme on dit dans le football. L'ironie socratique, c'est quoi? Se moquer de soi, mais aussi se foutre de la gueule des autres. Donc il y a vraiment un travail de décapage qui est fait par l'humour. Ça apporte la liberté et la légèreté. C'est un objectif négatif. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à dire ça leur apporte la liberté ou ça leur apporte la légèreté, mais ça les libère. Quand tu t'adresses à des gens qui sont déjà dans des situations douloureuses, abrasives, incertaines, où il y a déjà eu des effritements, et bien là, la parole philosophique, elle retentit. La dernière fois que je suis intervenu dans un hôpital psychiatrique, j'avais travaillé sur la question de la liberté, vois-tu, avec des personnes qui sont dans un lieu qui peut être un lieu de contention et un lieu d'enfermement, tu vois, c'est l'asile. Et il y a un monsieur qui est un schizophrène, Patrick, qui dit « Ouais, mais quand même, nos chaînes, on s'y attache. » C'est superbe, quoi, tu vois. Et toi, tu essaies de trouver des formules alambiquées pour expliquer l'aliénation, pour expliquer comment ça se fait que des gens, ils revendiquent le droit à l'esclavage, au renoncement à eux-mêmes. Tu te prends la tête, tu n'arrives pas à trouver la bonne formule. Et lui, il dit, tu vois, on s'attache à nos chaînes. Tu vois.
Dément. Des pépites comme ça, j'en ai aussi, tu vois. Et c'est ça qui est superbe. Au final, il y a eu un vrai mâchurage, une vraie rumination qui a été l'occasion d'une méditation, mais qui a été aussi l'occasion de fabriquer du rapport social par le biais d'une culture qui n'est pas un outil de domination. Et là, ça change les trucs. Ouais, ça bouge les lignes. Ce qui est bien, c'est qu'en définitive, il y a un effort collectif parce que le travail de la pensée, c'est un travail qui nécessite l'ouverture à l'autre. L'an dernier, je me suis déplacé 270 jours dans l'année. Comme je tourne beaucoup dans la France, ce qui est absolument génial, c'est que j'en retrouve régulièrement. Et c'est super, quoi, parce qu'on a vraiment l'impression que, alors qu'il s'est passé 20 ans, tu vois, tout de suite ça repart, quoi. C'est la bande de potes, c'est les copains qui m'ont dit « mais vas-y, c'est trop bon » et tout et tout. Et puis quand je reviens dans les lieux, pourquoi je reviens dans les lieux? Parce qu'il s'est tissé dans les situations provoqué, il s'est tissé quelque chose qui est social, mais qui est plus que social, qui a une intersubjectivité, qui a une humanité, qui peut se décliner sous la forme de l'humanité. Quand je descends à l'hôpital psychiatrique, sans déconner, du Zest, tu vois, ça fait 5 ans que je descends une fois par mois, sans déconner, les mecs, je les aime, les bonnes femmes aussi, j'ai envie de les revoir, tu comprends? Putain, quand tu réveilles ton désir, quand tu vas à la rencontre du désir de l'autre, et quand les désirs se marient, ça s'appelle l'amitié, dans l'amitié, bordel, il y a amour, putain. C'est l'amour qui me conduit, tu vois. Donc je crois que c'est ça, putain, la vie elle est trop chiante s'il n'y a pas de désir, tu comprends? Désir de ton côté parce que tu as envie d'aller choper les gens, désir de l'autre parce qu'ils ont envie de te choper, tu vois? Et là, bah, c'est la vraie rencontre, ça c'est bon, ça c'est bon. Céline il disait l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. C'est trop beau. Trop beau. C'est notre, on a toujours un petit côté caniche. Hein. Quand tu passes après le responsable de la chirurgie esthétique de l'établissement, dans la journée d'éthique, qui te dit qu'il faut en finir avec les nez crochus et qu'il faut retrouver les nez de Walt Disney, et que la salle écoute, bon voilà, tu vois, tu te dis, bon, il faut que je le dévalise ce mec, quoi. Faut pas que je laisse passer ça, quoi, tu vois. Faut pas que je laisse passer les nouveaux barbares, les barbares en cravate, tu vois, je peux pas, c'est pas possible. On se pose pas la question de savoir d'où vient la métaphore du nez crochu. On sait bien que c'est la métaphore raciste antisémite, hein, bien sûr. On sait bien que le modèle de Walt Disney, tel qu'il s'est constitué, c'est un modèle qui est anthropocentré, qui est très clairement occidentalocentré, blanc, et qui a construit une certaine vision de l'homme, de la femme et du monde moderne. Bon, donc, je sais pas, quoi, tu vois. La philosophie est aujourd'hui un outil de domination et de ségrégation sociale. Hein, tout le monde en fait, ceux qui n'en font pas ne sont pas au sommet du panier. Aujourd'hui, il faut savoir consommer, voire produire de la philosophie, parce que plus tu en consommes et plus tu en produis, plus tu montres que tu appartiens à ces classes qui sont des classes bourgeoises, à fort capital culturel, qui disposent de temps suffisamment libre pour accumuler ce savoir. Et faisant cela, elles creusent le fossé de classe, elles se distinguent de ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le loisir de se consacrer à la lecture, à la réflexion et au café philo. Aujourd'hui, le truc qui se dit partout, c'est que la philosophie, elle est populaire, tu as des émissions à la radio, tu as des émissions à la télé, tu as des encarts avec des mots fléchés pour deviner les noms des philosophes que tu peux emmener à la plage. Ça devient un peu du développement personnel quelque part. Il y a des goûters philo, des petits manuels de philosophie qui sont achetés par les parents à leurs enfants qui vont bientôt passer le bac, que les enfants ne liront pas, mais que les parents achètent, parce que c'est les parents qui ont l'argent. Et donc c'est un truc comme ça qui est très à la mode, qui est très mainstream. Or, je pense que c'est pas ça vraiment la philosophie. Je pense que la philosophie, c'est une expérience de la marge. Pour le faire avec des gens qui sont pétants de santé, et pour qui la pratique de la philosophie va être un marqueur social, grâce à quoi ils vont avoir leur place dans leur petite communauté, ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Le premier carcan, c'est le carcan de celui qui est inséré. L'insertion, tout le monde parle aujourd'hui de l'insertion, l'adaptation. Il n'y a rien de pire que les gens adaptés. Tous ces gens qui dégueulent de compétences, de savoir-faire, d'adéquation à la situation sociale, tous ces gens qui sont sans cesse mobilisés, c'est eux qui sont dans le carcan. Pas de temps à eux, jamais. J'ai pas de temps, je suis overbooké, je suis débordé, j'ai le temps de rien. Oui,
essentiellement en psychiatrie, parce que tu sais, très souvent, la bouffée aiguë délirante qui mène à la schizophrénie, elle arrive sur les 17-19 ans. Donc j'ai pas mal de jeunes là, en psychiatrie. Puis en prison. En prison, il y a un public jeune quand même. Hein. Beaucoup de jeunesse en prison. J'ai même eu des anciens élèves pour lesquels j'ai fait un suivi pédagogique. Tu comprends? Je les ai quittés au lycée, après je les ai accompagnés comme ça en prison. Ils ont fait 2-3 prisons. Et moi aussi. C'était chouette. Tu vois? Ça, c'est vraiment du suivi pédagogique et puis du professionnalisme, quoi. Tu sais, je passe par des tas d'expériences différentes tout le temps, en fait, tu vois. Je m'oblige à faire 2 fois de la philo par semaine. Parce que c'est super éprouvant à chaque fois, tu vois. Moi, je sors pas indemne du truc. Les mecs, je te dis, je les fais sortir une main devant, une main derrière, tu vois. J'essaie de les désosser, de les travailler, les ramener à l'os. Alors déjà, il faut pouvoir. Des fois, tu réussis pas. Par exemple, sur une intervention comme aujourd'hui, j'ai pas réussi. Parce qu'il y avait un dispositif qui était trop lourd, qui interdisait l'être attentif, tu vois. Qui interdisait l'être attentif à ce qui se jouait, qui interdisait le pas de côté. Donc c'est dur, ça veut dire tu prends dans ta gueule, ça marche pas tout le temps. Il faut toujours se battre contre l'institution, dans l'institution. C'est hyper épuisant, c'est hyper épuisant, tu peux pas imaginer. Il faut jamais que tu te mettes dans un rapport de surplomb, de domination, d'expertise en disant « moi je vais t'expliquer les choses ». Moi, j'ai un savoir. Moi, avec la philosophie, je vais te donner le moyen grâce à quoi ta vie va se verticaliser, ploum ploum. Je vais donner le secret pour aller en vacances. Si je dis ça, je suis foutu. Tu comprends? Donc, c'est vachement éprouvant aussi, quoi. C'est vachement éprouvant. Il faut toujours que je fasse vachement gaffe à ça, tu vois. C'est dur, mais attention, hein. C'est moins dur que d'aller bosser à l'usine. Hein. Ça va, hein. J'avais une copine qui tenait un bistrot et puis qui était intéressée par la philosophie mais qui ne savait pas ce que c'était parce qu'elle s'est arrêtée très tôt de l'école. J'ai commencé à lui expliquer chez elle, en sortant le sauciflard et puis le canon de rouge, 2, 3, 4 fois. Et puis des copains à elle venaient et puis à la fin on s'est trouvé à une vingtaine et elle s'est dit mais autant faire ça dans le bistrot. Ils mettent les gens dans un rapport de dépendance d'abord à la philosophie et puis ensuite à ses pompes à bière. À la philo de bistrot, il faut parler plus fort que le perco. Il ne faut pas être emmerdé par ceux qui boivent le Pernod. Et il faut trouver sa place là-dedans, tu vois. C'est pas du tout le café philo policé. Donc tu vas, t'envoies de la jaffe, tu vois, un peu dans l'esprit du camelot sur la fête foraine, tu vois. Et puis tu parles plus fort que le poivreau qui veut te couper ta parole. Et badaboum, t'envoies du lourd. Faut toujours être sur la route, quoi. Et toujours dérouter. Faut toujours dérouter. Faut quitter les autoroutes. Faut éviter les péages et les douaniers.